J'ai une première question de Magali, en fait, qui nous demande s'il existe un référentiel national ou international par rapport aux soft skills, en fait. Alors, très bonne question. Il y a un peu les deux. Donc, le référentiel que je vous ai montré sur les compétences psychosociales des Santé publique France, il est inspiré par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, tient déjà compte d'un référentiel au niveau international. Donc, il a été un peu traduit et adapté au cas français. Et c'est le référentiel qui est utilisé en contexte scolaire. Donc ça, c'est un premier point de réponse. L'autre point de réponse, c'est qu'il y a aussi d'autres référentiels qui sont utilisés. Et si je me souviens bien, GERIP aussi, il se réfère à d'autres référentiels. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui peuvent être valides pour tout un tas de raisons et en fonction aussi des âges, comme je viens d'évoquer. C'est-à-dire en fonction des âges et des contextes auxquels on va se référer, on va utiliser des référentiels ou d'autres. Donc, dans le contexte notamment de l'OCDE, il y a un autre référentiel aussi qui est très souvent beaucoup plus proche des Big Five, des Big Five que je vous ai montré, donc des traits des personnalités que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, c'est pour dire que oui, il y en a au niveau national et au niveau international. Et sur GRIP compétences, nous, on utilise le référentiel d'Erasmus+, le RecTech, par rapport à ce programme des soft skills. Ensuite, j'ai une autre question à nouveau d'une Magali qui remercie pour le webinaire. Elle travaille dans un CFA avec un planning très chargé. Elle demande comment intégrer concrètement le développement des soft skills sans ajouter des temps de cours dédiés. Alors, c'est une question un peu pratico-pratique, mais moi, ce que je dirais, c'est déjà une réflexion un peu collective qu'il faudrait avoir autour de ça, c'est-à-dire que dans des emplois du temps extrêmement chargés qu'on a dans plein de métiers, c'est de sensibiliser ses propres collègues à la nécessité en fait d'évoquer ça et d'échanger un tout petit peu les pratiques. C'est-à-dire que rien que des réunions de travail, elles peuvent se faire dans des contextes dans lesquels on fait un peu plus attention à certaines compétences et on peut utiliser en fait un travail un peu collectif pour travailler certaines compétences qui sont par exemple être à l'écoute de l'autre. Donc, on peut on peut utiliser des contextes de travail pour challenger un tout petit peu le travail de groupe et se dire est-ce que on est bon là-dessus, est-ce qu'on est à l'écoute de l'autre, est-ce qu'on est empathique, est-ce qu'on a écouté les avis de tout le monde, est-ce que la prise de parole elle circule ou pas. Donc c'est juste des exemples. Mais voilà. Merci Clara. Une autre question qui revient, là il y en a plusieurs qui reprennent un peu la même idée, et je vais prendre celle de Quentin, des missions locales de Charleville, qui nous demande par quels moyens on peut évaluer les CPS chez les jeunes. Alors, ça, c'est une excellente question parce qu'il est crucial de les évaluer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met en place quelque chose, il faut avant tout se poser la question de est-ce que ce qu'on met en place fonctionne. Et donc, pour le savoir, il faut effectivement les évaluer. En fonction des âges et de ce qu'on travaille, il existe des questionnaires ou des échelles d'évaluation qui permettent de savoir est-ce qu'on a une progression. Et donc, ces échelles, elles peuvent être standardisées, validées, c'est-à-dire que c'est des outils qui sont utilisés, par exemple, en contexte de recherche, ou, dans certains cas, quand c'est pas possible de les avoir, c'est de les créer soi-même. Ça peut être, par exemple, des questionnaires, donc, qui vont évaluer parfois les perceptions subjectives, mais parfois aussi les compétences réelles des personnes. Par exemple, si on veut évaluer est-ce qu'on a progressé dans notre capacité à comprendre les émotions, bah, ça peut être des tests dans lesquels on va présenter différentes émotions, on va voir est-ce que la personne elle a bien identifié. Voilà, donc en fonction des âges, il y a des tests et des questionnaires qui sont différents et qui sont plus ou moins adaptés. Merci. Et je complète sur GRIP compétences, on intègre ce type d'évaluation et on recommande de le passer souvent en entrée et en sortie pour voir la progression qui a pu y avoir également. Tout à fait. Plutôt les empathies. C'est Anne qui demande comment on peut aider l'apprenant à développer son ou ses empathies, celles qui ont été présentées dans les diapos précédentes. Alors, c'est pas évidemment si simple comme ça. En fait, de manière naturelle et un peu spontanée, c'est ce qu'on fait, par exemple, ce que font, par exemple, des parents ou des enseignants, des enseignantes avec des très jeunes enfants. Quand on présente des livres dans lesquels et on va demander à l'enfant, mais qu'est-ce qu'il pense ce personnage et on va indiquer un personnage, naturellement, l'enfant, il va avec le temps développer cette capacité à se mettre à la place de la personne et imaginer ce qu'il va voir. Donc, ce procédé, évidemment, on ne va pas le mettre en place avec des jeunes beaucoup plus âgés,
Mais d'une certaine manière, on peut reproduire certains types de stratégies de ce type-là pour expliciter et aider les jeunes à se poser les questions. Et ça peut être vraiment en essayant de décortiquer de manière explicite des situations, en demandant qu'est-ce que pense cette personne, qu'est-ce que tu penses qu'elle s'attend, qu'est-ce qu'elle souhaite faire. Donc ça, c'est ce qui va vraiment pouvoir entraîner l'empathie cognitive. Et ensuite, on va pouvoir aussi travailler les aspects plutôt affectifs. C'est qu'une fois qu'on a un peu compris aussi à quoi les gens s'attendent, on peut imaginer aussi, est-ce que tu penses que cette personne souffre? Est-ce qu'on va pouvoir venir en aide, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment juste des exemples. Mais c'est pour montrer qu'à chaque âge, on va mettre en place des choses. Moi, ce que je conseille de manière très pragmatique, c'est avant même de créer des choses nouvelles, c'est de se poser la question sur comment on le fait déjà naturellement dans la vie de tous les jours et rendre les choses plutôt explicites. C'est-à-dire que dans les métiers qu'on fait déjà tous les jours, on est déjà en train d'entraîner ces empathies-là. Et donc, un premier pas, ça serait de dire qu'est-ce que j'ai fait qui contribue à ça? Et la deuxième étape, ça serait de le rendre plus explicite et de dire, voilà, en faisant ça, c'est ça qu'on va travailler. Demande de Xavier. Et Xavier demande en fait si les compétences psychosociales, est-ce qu'elles changent d'une génération à l'autre et d'un pays à l'autre? Il y a une double question. Elle demande si ça change d'une génération à l'autre et éventuellement d'un pays à l'autre. Alors, très bonne question. Je vais commencer par la deuxième, donc d'un pays à l'autre. Alors, d'un pays à l'autre, on peut pas toujours y répondre ainsi, mais effectivement, il y a des différences culturelles. C'est pour ça que je vous ai parlé un peu des émotions et notamment des émotions primaires. C'était un exemple parmi d'autres, mais cette approche théorique, elle permet en gros de distinguer les émotions qui sont universelles et donc qu'on retrouve dans toutes les cultures, des émotions qu'on appelle secondaires et qu'on retrouve un peu plus, enfin avec plus de différence et variabilité dans les différentes cultures. Qu'est-ce que ça montre? C'est que globalement, tous les humains, ils développent des capacités de reconnaissance, des compréhensions et d'expression émotionnelle, notamment sur les émotions de base, mais qu'il y a des différences sur des émotions un peu plus complexes qu'on va développer un peu plus tardivement. Donc, je fais un exemple un peu précis. La peur, elle va très souvent se manifester de manière très similaire sur un visage, quelle que soit la culture dans laquelle on est. En revanche, la honte ou la nostalgie ou la mélancolie, c'est des émotions un peu plus complexes qui se développent plus tardivement et qui vont avoir des expressions qui sont un peu différentes. Donc ça, c'est juste des exemples un peu basiques pour montrer qu'il y a des différences quand même culturelles sur certaines compétences spécifiquement. Je ne peux pas répondre de manière très globale sur les compétences psychosociales, mais on voit des différences culturelles et notamment aussi sur la question des fake news. Donc, en fonction des différentes entrées, on peut voir ces différences culturelles. Et ça concerne du coup les différences culturelles, mais aussi les différences d'âge. Alors, je ne sais plus, Julien, quelle était la première partie de la question. Je suis partie par la culture, mais... En fait, l'autre question, Xavier demandait si elle changeait au cours des générations. Les CPS, des générations. Voilà. Bonne question. Alors, je vais pas m'aventurer dans une. C'est pour ça, je pense que j'ai pas retenu la question. C'est parce que je connais pas très bien la réponse en fait. Et là-dessus, je pourrais pas trop répondre en fait. On n'a pas tant d'études que ça en psychologie qui permettent de vraiment comparer des générations entières. Donc, on en a pas mal dans le domaine des compétences cognitives, notamment de l'intelligence. Mais je connais pas trop dans le domaine plutôt socio-affectif. Donc, je peux pas répondre. Je suis désolée. C'est pas grave. J'ai une question de Yves qui me demande en fait s'il existe des badges de compétences par rapport à ces soft skills. Est-ce qu'il y a des choses qui relatent en fait de l'acquisition ou pas de ces soft skills? Alors pareil, je sais pas si je peux. Je pense que peut-être Julien, tu pourrais répondre mieux que moi. Mais alors quand on participe parfois à des formations, je pense qu'on peut obtenir des badges de compétences, c'est-à-dire qu'on atteint un niveau suffisant d'une compétence qu'on considère que cette compétence est acquise. Je fais juste un petit bémol vis-à-vis de la notion de badge, c'est que les compétences psychosociales, comme toute compétence aussi cognitive, il faut les entraîner et les maintenir. Et ça fonctionne un peu comme une activité sportive, donc, mais sauf que ça sera une activité sportive pour, disons, notre cerveau. C'est que toute compétence, même si on l'a acquise, il faut continuer à la travailler pour qu'elle reste. On sait, par exemple, dans certaines études,
que quand on change de travail et on change de position de travail au sein, par exemple, de l'institution, les compétences même émotionnelles, elles peuvent changer. Donc, alors moi, c'est pas mon domaine d'expertise, mais j'invite à aller voir des collègues qui travaillent très spécifiquement sur la question des compétences, par exemple, émotionnelles dans le monde du travail et qui montrent l'importance de continuer à travailler. Donc, je mettrai juste un petit warning sur la question du badge, parce que toute compétence, il faut continuer à la travailler au cours du temps. Oui, c'est bien compréhensible, bien sûr. Et les badges, effectivement, il existe des open badges sur le marché. Et également, sur Gérib Compétences, nous, on récompense le travail avec des gains de badges, différents paliers, et qu'il faut bien entendu entretenir, comme vous l'indiquez, Clara. Tout à fait. Alors, j'ai beaucoup de remerciements, je ne vais pas tous les lire parce qu'on y passerait trop de temps. Et je vois qu'il y a une dernière question qui a été prise par Marianne, qui demande si un apprenant / élève peut-il s'entraîner seul en fait sur ses compétences psychosociales. Alors, je ne sais pas comment répondre spécifiquement à la question de compétences psychosociales. Alors, ce qu'on sait, c'est que si on s'est posé la même question pour toute autre compétence, comme par exemple les mathématiques ou le français, et on s'est posé la question d'est-ce qu'un élève, il peut tout seul apprendre le français ou les mathématiques, je pense que ça nous questionnerait et qu'en fait, on connaît bien les bienfaits, surtout sociaux, socio-affectifs, voilà, de l'accompagnement des enseignants, des enseignantes. Donc, je pense qu'il faudrait quand même se poser la question inversement, en fait, sur quel rôle des enseignants, des enseignantes, des parents, enfin, en tout cas, de la communauté des adultes autour des élèves, et plutôt voir ces compétences-là comme des compétences autres qu'on apprend à l'école. Donc là, le fait d'être guidé, c'est extrêmement important, même si les enfants développent des compétences tout seuls. Mais ces compétences-là, elles doivent être soutenues par l'adulte. Donc les enfants, ils apprennent avec le temps à détecter, à comprendre qu'est-ce que les autres pensent, par exemple, mais on voit aussi à quel point le lien avec le langage, il est important. Donc quand on passe du temps à lire des bouquins, des livres à des enfants, on va leur indiquer des personnages, on va leur demander qu'est-ce que pense ce personnage, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il veut ça, pourquoi il pense ça. Et en fait, tout cet entraînement-là montre l'importance de l'accompagnement.